Bienvenue, vous avez des liens financiers entre la France et Israël. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles essentielles de la convention fiscale, celle qui permet de ne pas être imposé deux fois sur le même revenu. C'est parti. Alors, commençons par le casse-tête classique. On gagne de l'argent dans un pays, on vit dans l'autre, et on se retrouve avec le risque de payer des impôts des deux côtés. C'est précisément ce problème, celui de la double imposition, que la convention vient résoudre. Pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va voir la mission principale de cette convention. Ensuite, on se demandera qui est résident fiscal. C'est une question clé. Après, on regardera les revenus des particuliers, puis les règles pour les entreprises et on terminera avec le mécanisme concret qui empêche la double imposition. Allez, on commence. Première partie. Éviter la double imposition. La mission principale de cette convention est double, et vous allez voir, c'est assez logique. En fait, l'accord vise deux choses très claires. Premièrement, et c'est le plus important, s'assurer qu'un revenu ne soit pas taxé une fois en France et une autre fois en Israël. Et deuxièmement, bien sûr, empêcher l'évasion fiscale. C'est un peu le mode d'emploi pour que tout soit juste et transparent. On passe à la deuxième partie. Qui est résident fiscal ? Attention, c'est vraiment le concept de base de toute la convention. Pour savoir où on paye ses impôts, il faut d'abord savoir de quel pays on est considéré comme résident sur le plan fiscal. La Convention nous donne une définition précise de ce qu'est un résident fiscal. En gros, c'est une personne qui est imposable dans un pays à cause de son domicile, de sa résidence ou d'un critère similaire. C'est cette définition qui va donner à l'un des deux pays le droit prioritaire de taxer. Ah, mais voilà le hic. Que se passe-t-il si, selon les lois françaises, on est résident français et selon les lois israéliennes, on est résident israélien ? C'est un cas de figure très courant. Heureusement, la Convention a tout prévu pour trancher. Pour résoudre ce conflit, on utilise ce qu'on appelle un test de départage. C'est une série de critères dans un ordre très précis. On regarde d'abord où se trouve le foyer permanent. Si ça ne suffit pas, on passe au centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire les liens personnels et économiques. Toujours pas, on regarde le lieu de séjour habituel. Et en tout dernier recours, la nationalité. C'est une méthode par élimination pour désigner un seul pays de résidence. Troisième partie, l'imposition des revenus personnels. Bon, maintenant qu'on sait où est la résidence fiscale, voyons comment ça se passe pour les types de revenus les plus courants. Pour les revenus mobiliers, la règle est ultra simple. C'est la loi du sol. Que l'on possède un appartement à Paris ou à Tel Aviv, les revenus de ce bien, comme les loyers, sont imposés dans le pays où ils se trouvent. C'est logique. Pour les salaires, le principe général, c'est que l'on est imposé là où le travail est physiquement réalisé. Si l'on travaille en France, même pour un employeur israélien, c'est la France qui a le droit d'imposer ce salaire. Attention, il y a quand même quelques exceptions, notamment pour les missions très courtes. Et pour les pensions, les retraites, là, c'est le pays de résidence de la personne qui reçoit la pension qui a le droit exclusif de l'imposer. Peu importe d'où vient l'argent, ce qui compte, c'est où l'on vit. Quatrième partie, on a parlé des particuliers, passons maintenant aux entreprises. On va se concentrer sur quelques concepts clés comme les bénéfices et les dividendes. Alors, pour les entreprises, un terme revient tout le temps, établissement stable. Ça peut paraître technique, mais l'idée c'est de savoir si une entreprise a une présence physique et durable dans l'autre pays. Pensez à un bureau, une usine, une succursale. Et cette distinction est fondamentale. Un siège de direction, une usine ou même un chantier de construction qui dure plus d'1 an, ça c'est un établissement stable. Par contre, un simple entrepôt pour stocker des marchandises ou un bureau qui ne sert qu'à acheter des produits, ça ne compte pas. L'un est une base d'opération, l'autre juste une activité de support. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Un pays ne peut taxer que les bénéfices qui sont directement générés par l'établissement stable sur son territoire. Il ne peut pas taxer les profits mondiaux d'une entreprise juste parce qu'elle a une petite succursale. Pour les dividendes versés d'un pays à l'autre, la Convention fixe des plafonds d'imposition à la source. En général, ce taux maximum est de 15%. Mais il peut chuter à 10% ou même 5% dans certains cas. Par exemple, si l'entreprise qui reçoit les dividendes est un actionnaire important de celle qui les paye. Allez, dernière partie. Le mécanisme anti-double imposition. On a vu toutes ces règles, mais comment, en pratique, est-ce qu'on s'assure de ne pas payer deux fois ? La solution, c'est le système du crédit d'impôt. C'est assez simple à comprendre. Le pays de résidence a le droit de taxer les revenus mondiaux, y compris ceux de l'étranger, mais il doit déduire de son propre impôt le montant qui a déjà été payé dans l'autre pays. C'est la garantie de ne jamais payer plus que l'impôt le plus élevé des deux. Enfin, la Convention repose sur un principe fondamental d'équité, la non-discrimination.
Ça veut dire qu'un ressortissant français en Israël ne peut pas être taxé plus durement qu'un Israélien dans la même situation, et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. C'est une règle de traitement égale. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette convention n'a pas pour but de supprimer l'impôt. Son objectif, c'est de mettre en place des règles du jeu claires, prévisibles et justes pour savoir qui a le droit de taxer, sur quel revenu et à quel moment. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Maintenant que ce cadre général est posé, la vraie question est de voir comment ces règles s'appliquent à une situation personnelle ou professionnelle spécifique. Car c'est en comprenant ces principes qu'on peut prendre les bonnes décisions financières entre les deux pays.